what's up, dude? On pense tout connaître des États-Unis. Entre les films, la musique, les séries télé, on est submergé d'images venant des États-Unis. Pourtant, une fois sur place, que ce soit pour quelques jours, quelques mois, quelques années, voire toute une vie, on découvre toujours des différences culturelles qui peuvent être choquantes, voire amusantes. Si tu cherches plus à comprendre la culture américaine, la différence qu'il y a avec la France, ou en tout cas les pays francophones, tu as fait le bon choix. Installe-toi bien, je vais te faire un topo des 10 différences culturelles que moi je retiens entre la France et les États-Unis. Je m'appelle Omar, je vis à New York depuis des années. Bienvenue sur ma chaîne qui traite des différences culturelles entre la France et les États-Unis. Je suis là pour te découvrir le mode de vie ici, les dingueries que l'on peut y vivre, et aussi t'aider à voyager. On commence d'emblée très fort avec ce que je pense être la différence fondamentale entre les États-Unis et la France, le pourboire. Le tips appelé en français le pourboire. Ils sont présents vraiment partout aux États-Unis, c'est vraiment une partie intégrante de la culture. Laisser un pourboire, ça fait partie du service. La première fois que tu seras confronté à un pourboire, sûrement, ça sera quand tu prendras un taxi, car quand tu vas débarquer, tu as de très grandes chances de prendre un taxi. Et là, au moment de payer, tu auras une option plus qu'évidente qui te suggérera de laisser un tips. Le tips peut être demandé d'une manière un peu plus cocasse, où on va justement te demander de partager de l'amour avec ton chauffeur. Non mec, demande-moi juste de la moula, ça va plus vite, arrête tes conneries. Évidemment, au restaurant où ça fait partie intégrante du service, si bien que le serveur est payé en fonction du pourboire que tu laisses, donc tu es obligé de laisser un tips, c'est très mal vu de ne pas laisser de pourboire au restaurant, car c'est la source principale du revenu du serveur. Autant au restaurant qui est un passage obligé du pourboire, car ça fait partie intégrante du salaire du serveur, autant pour le reste, c'est selon ton feeling. Par exemple, pour le taxi, tu peux laisser ou non un pourboire, s'il t'a aidé par exemple avec tes valises, si bien que ça devient vite envahissant, car on peut te demander des tips partout, que tu prennes ton café, quand tu déménages, et même pour les profs en fin d'année scolaire. C'est complètement dingue. Si tu es en voyage, vérifie bien dans les restaurants la note finale, si elle inclut ou pas un tips de 15 à 20% que le serveur aura automatiquement ajouté dans les lieux touristiques. En fait, ils font ça car ils savent que certains touristes n'ont pas l'habitude de laisser des tips, car c'est pas dans la culture. Mais comme c'est la principale rémunération du serveur, c'est pour ça que c'est directement inclus. Ne t'inquiète pas, si tu veux rémunérer plus le serveur, car tu as été content de la qualité du service ou pas, tu auras toujours une ligne aux États-Unis dans ta note finale de Additional Tips, où tu pourras rajouter un tips additionnel. Le tips aussi, parfois aux États-Unis, est appelé gratuity. C'est le monde à l'envers. Une grande qualité de service. Autant je viens de t'expliquer que les États-Unis est le pays du pourboire qu'on te demande partout et à outrance, limite c'est complètement dingue tellement il y en a, autant ça s'accompagne d'une énorme qualité de service. Il n'y a pas photo. La qualité de service entre la France et les États-Unis en moyenne est meilleure aux États-Unis. Ça c'est clair. Ici, le service au client est vraiment la norme. L'adage qui dit que le client est roi n'est vraiment pas usurpé. Autant en France, dans un restaurant lambda, le serveur pourra faire plus ou moins bien son boulot. Tu auras des serveurs qui feront très bien leur boulot et d'autres qui le feront beaucoup moins bien. Autant aux États-Unis, il n'y a pas le choix. Le serveur doit faire très bien son boulot. Pourquoi? Car son salaire est hautement dépendant du tips que tu vas laisser. 70 à 80% de son salaire, c'est le pourboire que tu laisses. Donc la sanction est cash si tu n'es pas content. Tu ne vas pas laisser de pourboire ou tu vas laisser un pourboire moindre. Ainsi, il sera obligé de te produire une qualité de service supérieure. Et donc toi, si tu es content, tu laisseras un plus gros pourboire. Les faux frais et les prix variables. Aux États-Unis, tu ne payes jamais le prix affiché, à part si tu es une brute en calcul mental et que tu connais le taux de taxe. Tous les prix affichés sont hors taxe, et cela partout et même sur Internet. Par exemple, si tu veux réserver pour un concert, un événement sportif, tu auras parfois des frais additionnels de carte bleue, des frais additionnels de service, plus les taxes à la fin. Donc ne dis jamais c'est pas cher quand tu vois un prix aux États-Unis. Vérifie bien le prix final, car tous les services qu'on peut ajouter, tous les faux frais qu'on peut ajouter, les taxes qu'on peut ajouter. Moi, la dernière fois, j'ai loué une voiture. Ils m'ont mis $20 de Customer Satisfaction. Je ne sais pas ce que c'est. C'est la qualité de client, c'est le tips pour le gars au comptoir qui m'a donné mes clés. Je ne sais pas ce que c'est. Customer Satisfaction. Le client est content, même si j'étais pas content. En plus, entre les différents États,
État fédéral oblige, et donc loi fédérale différente, les taux de taxes appliqués d'un État à l'autre sont différents. C'est pour ça aussi que les taux d'imposition sont différents. Tu as des impôts sur le revenu dans certains États, alors que dans d'autres États, tu n'en as pas. Et c'est pour ça que, par exemple, le Delaware, qui est un État américain, est considéré comme un paradis fiscal par certains. Donc avant de te faire un avis sur le prix, regarde bien le prix final, le moment où on te demande ta carte bleue. La concurrence forte. Autant les Américains ont une capacité à te faire augmenter la note finale de manière très rapide, entre les faux frais, les frais additionnels de réservation, les frais d'utilisation de carte bleue, et je te rajoute des taxes à la fin, et même des frais pour les emplois mal payés, si, des tips additionnels pour les emplois mal payés, ils ne sont pas dit qu'ils allaient augmenter les salaires, non, ils ont juste rajouté une colonne frais. Autant, comme la concurrence est très forte, tu peux faire jouer la concurrence et donc baisser les prix. Par exemple, au restaurant, si un plat ne te plaît pas, que quelque chose ne va pas, que tu sois au début, au milieu, voire même que tu l'aies intégralement mangé, tu peux te plaindre auprès du serveur. Celui-ci va te le changer, voire même te le retirer de la note sans autre explication. Il ne va rien te demander. Alors que, si tu fais la même chose en France, on le sait tous, oublie, le cuistot va sortir de sa cuisine, il va te prendre au hachoir, et limite, il va falloir que tu t'excuses de ne pas avoir aimé sa cuisine. Donc là-dessus, tu vois, la concurrence peut être parfois une bonne chose. Ici, les promotions sont beaucoup plus fortes qu'en France. Et elles ont lieu généralement pendant les jours fériés. Par exemple, Black Friday et le lendemain de Thanksgiving. C'est là où tu as généralement les promotions les plus fortes. Mais aussi, comme il n'y a pas vraiment de réglementation sur les soldes, les magasins peuvent faire comme ils veulent. Ils peuvent te proposer des promotions quand et où ils veulent. Alors que c'est beaucoup plus réglementé en France. Et donc justement, tu as une plus forte concurrence entre les magasins qui peuvent tirer les prix vers le bas plus facilement. Donc vraiment, la concurrence te permet de faire baisser les prix. Autant les Américains ont une facilité à augmenter les prix, à te charger pour tout et n'importe quoi, autant tu peux aussi jouer à la baisse. Les restaurants américains. Autant une fois que tu as compris le système des pourboires et des tips, c'est plus vraiment un sujet. Tu as compris que tu devais laisser entre 15 et 20% si tu étais content du service, parfois moins si tu ne l'étais pas. Mais bon, généralement, le service est quand même de bonne qualité. C'est rare de trouver un service de mauvaise qualité. Donc ce sujet-là, on peut l'évacuer. Aller au restaurant, c'est pêle-mêle se retrouver dans des situations où le volume sonore est proche de la douleur, tellement tu as mal, entre la musique, le bruit des gens. Et oui, les Américains parlent fort, et encore plus à New York, où quand les salles sont grandes, tu as encore plus d'écho. C'est se retrouver au milieu de serveurs spécialisés, chacun a sa fonction. Tu as l'ouvreuse, tu as la serveuse, tu as le waterboy, tu as le mec qui débarrasse. Tu as aussi le serveur qui vient directement te débarrasser alors que tu viens juste de prendre ta dernière bouchée, tu l'as même pas encore avalé, que ton assiette a déjà disparu. Limite, une fois, je me suis embrouillé avec un serveur. Il m'a enlevé mon assiette trop vite. Moi, j'aime pas ça. Moi, je veux prendre mon temps, surtout quand je dîne. C'est normal pour nous, Français. C'est un moment convivial. Alors que pour les Américains, c'est synonyme de qualité de service, justement. On te débarrasse tout de suite, on n'attend pas, le client n'est pas là pour s'ennuyer. Et pour finir, dernier exemple, tu as aussi les doggy bags, tu vois, qui te permet de prendre un plat que tu as commencé au restaurant et le finir à la maison. Moi, je trouve ça pas mal, justement, ça évite le gaspillage, c'est une bonne pratique. Je sais qu'en France, ça se développe un petit peu, mais historiquement, c'est quand même mal vu de demander à emporter ton plat. Si tu apprécies les conseils et la vidéo, n'hésite pas à prendre 5 secondes de ton temps pour t'abonner à la chaîne, bastonner le pouce bleu, laisser un commentaire, ça permettra à YouTube de pousser la vidéo, ce qui permettra à cette chaîne de grandir et moi de te proposer un contenu de meilleure qualité. Une très grande capacité à parler facilement, mais une incapacité à se faire des amis. Les Américains sont vraiment des gens cool, détentes et ouverts d'esprit. Même les New-Yorkais qui sont considérés comme les des États-Unis, un peu comme les Parisiens en France, sont des gens sympas. Ils ont une capacité à parler à tout le monde, dans la rue, dans le métro, dans les bars. Vraiment déconcertant. Il n'y a pas de formule de politesse, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas d'excusez-moi. Ils y vont direct, posent la question, disent ce qu'ils ont à dire, et ils interagissent comme ça super facilement. Si bien que si tu te retrouves dans une soirée, par exemple, avec des Américains, c'est super cool. Car très vite, ils te mettent à l'aise, très vite, tu te sens intégré, et très vite, tu as l'impression de passer une très très bonne soirée avec des gens que tu ne connais pas, et pourtant, qui te donnent l'impression de les connaître depuis super longtemps. Tu échanges les numéros, tout se passe bien, on va se revoir, ouais, c'est cool. Quelques jours plus tard, tu croises la personne, limite, il ne te connaît pas, le mec. Il va te demander, mais qui t'es ? Ça, c'est super déroutant. Autant les mecs ont une capacité à parler avec n'importe qui. Tu parles avec une fille dans un bar, ça veut rien dire, mec, je te le dis tout de suite. C'est juste, c'est cool, ça parle, c'est tout. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus dur. Ici, tu parles très facilement avec les gens. Par contre, pour devenir ami avec un Américain, c'est beaucoup plus compliqué. Autant, ici, tu as l'impression que tu brises la glace facilement, mais en fait, c'est une glace de surface. En France, c'est beaucoup plus dur. On sait tous, briser la glace, c'est beaucoup plus dur, mais par contre, dès que tu deviens un pote avec quelqu'un ou ami,
Là, c'est vraiment pour longtemps et c'est véridique. Le coût de l'assurance santé ne tombe jamais malade. La sécurité sociale est complètement différente de ce qu'on connaît en France. Alors oui, tu as le Obamacare qui a été transformé en Medicare, qui est une assistance pour les personnes les plus démunies, mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, la santé a vraiment un coût. La sécurité sociale est complètement différente de ce que tu connais en France. Ici, à part pour les plus démunis, on va dire, où il y avait l'Obamacare qui se transformait en Medicare, qui est une assistance pour les plus pauvres, on va dire, la sécurité sociale ici, c'est un peu comme ta complémentaire santé, ta mutuelle. Ta mutuelle ici, c'est la base. En gros, tu cotises tous les mois, ou plutôt toutes les 2 semaines, quand tu es payé, parce qu'ici, on est payé toutes les 2 semaines. Et donc, tu cotises classiquement comme ta mutuelle en France. Mais sache que dès que tu vas chez le médecin, même si tu as la meilleure mutuelle du monde, ici, tu vas devoir payer de ta poche toujours 20, 30, 50, 100 dollars et plus. Tu vas payer des factures tout au long de l'année si tu vas régulièrement chez le médecin, voire payer plusieurs milliers de dollars avant de t'arrêter de payer et que le système soit pris en charge totalement. Je me souviendrai toujours de ce que m'a dit une collègue après quelques mois à New York. Elle m'a dit « Omar, si un jour il se passe quelque chose, tu n'appelles pas une ambulance, tu appelles un taxi. » J'ai pas compris à ce moment-là. Pourquoi tu veux que j'appelle un taxi alors qu'il faudrait une ambulance si tu as un problème? Elle m'a expliqué que parfois, voire même souvent, des gens recevaient des factures incroyables d'ambulance de plusieurs milliers de dollars, voire des factures même à 5 chiffres, à plus de 10 000 dollars. C'est complètement dingue, juste pour prendre une ambulance pour te sauver ta vie. Et en plus, elle te facture aux miles, c'est-à-dire l'équivalent du kilomètre. Et donc, c'est comme un taxi, elle te facture en fonction du trajet qu'on a fait. C'est complètement dingue. Les rares fois où je suis allé chez le Toubib, j'ai quand même eu l'impression un peu bizarre. Alors, je pense pas que ce soit tous les Toubib américains qui soient comme ça, mais j'ai eu l'impression parfois d'être un peu au supermarché. Une fois, je suis juste parti faire des analyses. Ils étaient 2, et les mecs ont voulu me vendre toute l'encyclopédie de l'analyse des possibles et imaginables. Juste de faire 3-4 analyses avec mon assurance, ça m'a coûté plus de 100 balles. Alors, tout ce qu'ils voulaient mettre, j'en aurais pour des milliers de dollars. Complètement dingue, les gars. Les appartements sont prééquipés. Si tu as déménagé au moins une fois dans ta vie, tu sais à quel point c'est chiant, coûteux et fastidieux de déménager. Alors que quand tu déménages à New York et dans certains autres états, j'ai pas la liste, mais c'est à vérifier avant de venir si tu comptes t'installer, les appartements sont prééquipés. En tout cas, les cuisines sont prééquipées. D'un four à micro-ondes, d'un lave-vaisselle, d'un frigo, d'une gazinière. Parfois même en option, ça dépend de l'immeuble en fait, mais là, je vais pas rentrer dans les détails, tu peux avoir le lave-linge et le sèche-linge. Tu peux aussi être chanceux si ton ancien propriétaire ou locataire t'a laissé sa climatisation. Alors, tu as 2 types de climatisation. Tu as la climatisation centrale dans les appartements plutôt récents et la climatisation, comme tu vois, on va dire dans les films ou les séries, où on met les gros blocs au niveau des fenêtres. Et ça, bon, de toute façon, même si tu ne l'as pas laissé, sache qu'une climatisation un peu basique coûte 100 dollars. C'est vraiment pas cher ici. Par contre, c'est un peu indispensable parce que l'été, c'est un four. Alors, je sais qu'en France, ça commence à être un four. À New York, c'est tous les étés un four. Donc, la clim, c'est bon. Donc, au final, c'est quand même super cool quand tu déménages déjà de ne pas avoir à acheter un frigo, une gazinière, un micro-ondes, un lave-vaisselle, un je sais pas quoi, tout l'électroménager. C'est vraiment long, fastidieux et coûteux à déménager, à acheter, à se prééquiper, surtout quand tu viens de déménager. Alors qu'ici, que quand tu déménages, l'appartement est complètement nu. Par contre, la cuisine est toujours équipée de ces éléments-là. Ça, c'est trop bien, je trouve. La clim, quand on y goûte, on peut plus s'en passer. C'est l'objet de la prochaine partie. La climatisation et l'amour pour tout ce qui est froid. La climatisation a été l'un des plus gros chocs pour moi quand je suis arrivé ici. Je suis arrivé déjà en été, si bien que je me suis enrhumé directement plusieurs fois pendant l'été, car quand tu prends un choc thermique entre plus 40 avec 100% d'humidité dehors à peine plus 15 dans le métro complètement gelé, je suis tombé plusieurs fois malade. Au début, je détestais ça. Pendant 2 étés, j'ai eu du mal à la supporter. Maintenant, c'est tout l'inverse. Je peux pas me passer de la clim. Je sais que c'est pas bien, mais c'est tellement un plaisir que quand tu l'as, franchement, c'est dur de s'en passer. C'est simple, la clim, il y en a partout à New York, que ce soit dans le métro, dans les malls, dans les appartements, partout, tu y réchappes pas. Partout aux États-Unis, sauf dans les États les plus au nord, on va dire qu'ils ont historiquement pas trop besoin, mais avec le réchauffement climatique, je pense que ça va de plus en plus arriver. Mais les Américains ont un rapport avec la glace que je comprends pas trop. Ils adorent ça. Si bien que quand tu vas au restaurant, par exemple, de base, quand on te sert un verre, il y a des glaçons dedans. Et pas qu'un peu. Même s'il fait moins 20 dehors, on te sert un verre glacé. Je comprends pas comment ils font, les gars. J'avais un collègue à moi, véridique. Le mec mangeait des glaçons au boulot.
Quand tu vas à la cuisine au boulot, et ça dans toutes les cuisines américaines de toutes les entreprises, tu as une machine à glaçons. C'est normal pour eux. Ils adorent mettre des glaçons partout. Ils remixent toutes les nourritures. Ils aiment bien remixer tout. C'est simple. Ils prennent quelque chose, le remixent à leur façon et disent qu'ils l'ont inventé. Par exemple, j'ai vu des trucs bien, on va pas dire géniaux, bien, ça suffira, et des catastrophes nucléaires. Par exemple, en bien, le honey mustard. Le honey mustard, c'est de la moutarde sucrée. Donc la première fois qu'on te dit, ouais, tu prends de la moutarde, ça fait ultra bizarre. J'ai trouvé ça infâme. La première fois, c'était juste dégueulasse. Par contre, quand tu sais que c'est de la moutarde sucrée et que tu es habitué et que tu sais quel goût tu vas avoir, ok, c'est cool, ça passe. Donc ça, c'était plutôt ok, ça va. C'était, par exemple, un exemple de découverte sympa. J'en ai plein d'autres. Mais par contre, les remixes horreur, mais ils en ont tellement. Genre, par exemple, le chocolate hummus. Donc, du hummus. Alors, ça se fait beaucoup ici. On mange beaucoup de hummus. Donc, je sais pas si tu connais. C'est une espèce de purée de pois chiches. Ça se fait beaucoup au Moyen-Orient. Et c'est super bon. Tu manges ça avec des falafels. Tu manges ça avec une espèce de pita bread. Tu vois, du pain pita. C'est délicieux. Il y a un mec, un jour, je sais pas ce qu'il s'est dit, tiens, je vais faire un hummus au chocolat. Non, mais mec, c'est une insulte ce que tu fais. C'est juste dégueulasse en plus, quoi. C'est comme un jour, j'ai pété un câble. Le mec, qu'est-ce que j'ai vu dans une boulangerie? Un chocolate baklawa. Le baklawa, je sais pas si tu sais, c'est une pâtisserie du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, super bonne, genre, mais vraiment, c'est une tuerie le truc. Bon, ça se voit que j'en ai un peu abusé. Il y a un mec, un jour, pareil, il s'est dit, tiens, je vais mettre du chocolat. En plus, c'est pas du chocolat bon, quoi, c'est du chocolat de merde, quoi. Tu me dis, mais comment tu fais ça? Les Américains, ils adorent, ils prennent un truc, par exemple, nous, Français, le croissant. Croissant, c'est croissant au beurre, bien, quoi, tu vois, tu manges ça, tu trempes ça dans ton café, ça n'a besoin de rien d'autre. Eh non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le coupent, ils mettent du egg and cheese, donc des œufs et du fromage. Fromage, ça a que le nom, le fromage, hein, parce que c'est pas du fromage, le truc, c'est un espèce de gluant, voilà, quoi. Et voilà, ils prennent le croissant comme si c'était du pain, ils le coupent, et ils te mettent un egg and cheese pour ceux qui mangent du porc. Eh, vas-y, je te rajoute une saucisse avec, et voilà, un croissant, egg and cheese and sausage. Mec, mais c'est quoi ton délire? Arrête de saboter la food comme ça. C'est pas cool. Ça, les Américains, ils adorent faire ça. Ils adorent prendre un truc, ils le remixent, ils disent, tiens, ça c'est américain. Ah ouais, ça c'est américain, y a pas à dire. Hein. Limite, les mecs, tu les écoutes, ils ont inventé la pizza. Ah, les Italiens, ils ont qu'à bien se tenir. Bon, c'est pas faux, la pizza new-yorkaise, elle a un truc. Ah, si tu viens ici, il faut que tu goûtes à tout prix une pizza new-yorkaise, et même plusieurs. Encore, j'ai abusé sur ça, mais bon, c'est entre nous. J'aurais pu parler pêle-mêle encore d'autres différences culturelles. Je sais pas, les Américains parlent fort, le système de l'éducation de l'école est complètement différent, les mecs sont vraiment plutôt carriéristes, ou en tout cas parlent facilement d'argent et de réussite. J'aurais pu te parler aussi des différences sur les routes américaines quand tu conduis, on croit pas comme ça, mais en fait il y en a beaucoup. Mais aussi j'aurais pu te parler des vacances moins longues, des jours fériés qui sont des vrais jours fériés, pas comme en France. Des magasins ouverts H24 ou au moins toute la semaine, du lundi au dimanche, il n'y a pas de différence. J'aurais pu aussi te parler du concept du dating. Alors la dernière fois que je suis parti en France, j'ai entendu des gens parler de date et tout ça, mais je crois pas que ce qui se fait en France et ce qui se fait aux États-Unis est comparable. Et franchement, je te le souhaite pas. De toute façon, on traitera ça dans une deuxième vidéo où il y a encore plein de différences culturelles qu'on peut aborder. C'était juste une petite introduction rapide sur d'autres séries de vidéos qui pourraient arriver. Laisse-moi en commentaire si tu as déjà vécu une de ces expériences-là, si tu voudrais que j'approfondisse un des sujets en particulier. C'est qu'au travers de mes vidéos, j'essaie de te faire comprendre qu'aux États-Unis, il y a plein de trucs qui sont super. Mais il y a plein de trucs aussi qui sont vraiment horribles. L'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs, elle est juste différente. C'est tout pour moi, and see you.